Cependant, l'empereur continuait régulièrement ses campagnes d'Égypte avec le grand maréchal. Ma campagne d'Italie était au bout depuis longtemps. Nous la touchions et retouchions sans cesse quand se forme typographique à la constructure des chapitres et à la coupe des paragraphes. On en verra dans les courants de cet ouvrage le peu qui est resté dans les mains. Des temps à autres, il dictait des vertus séparées à M. Gogo et Montelon. À tout ce travail, il joignait fort peu d'exercices, quelque peu de promenade à pied, parfois la calèche, presque plus de cheval. Les 30, il voulut cependant revenir à notre vallée de silence, abandonnée depuis longtemps. Nous étions vers son milieu, le passage était bouché par des brusées mortes et une espèce de barrière faite pour arrêter les bétails. Les chasseurs, les fidèles alliés, descendaient comme de coutume pour nous ouvrir la route. Nous passâmes à mi le cheval du chasseur pendant son opération s'était éloigné de lui. Quand il voulut le reprendre, il s'enfuit. Il avait beaucoup plu. Il fut à son pays dans une marécage pareil à celui où l'empereur, peu de jours après notre arrivée à Longwood, s'était vu enfoncé de manière à craindre d'y demeurer. Les chasseurs coururent après nous pour nous dire que demeurer peut débarrasser son cheval. Nous étions dans un chemin très difficile, fort étroit à la vue les uns des autres. Ce ne fut que quelque temps après que l'empereur nous entendit dire entre nous l'accident du chasseur Irlandais de ce que nous n'avions point attendu et voulu que le grand maréchal et le grand Gorgo, le général Gorgo, retournent vers lui. L'empereur mit pied à terre pour les attendre et marcha vers une petite élévation d'où il paraissait comme sur une piédestal. Au milieu des ruines, il avait l'abri de son cheval passé autour de son bras et s'est mis à siffler une air. Il y avait peu écho ou nature muette, et pour tout entourage la nudité du désert. Et pourtant, me suis-je dit involontairement, naguère encore que de sceptres dans ses mains, que des couronnes sur sa tête, qui des rois à ses pieds. Il est vrai, monsieur, je continuais, qu'au lieu de tous ceux qui l'approchant, le voyant, le tendant chaque jour et demeure plus grand qu'il ne fut jamais, c'est le sentiment, l'opinion de tout ce qui l'entoure. Nous le servons avec autant d'ardeur, nous l'amons avec plus de tendresse. Sur ces ordres faits arriveront les grands maréchals et Gorgo. Ils aideront l'empereur à remonter à cheval et nous continuons. Ces messieurs avouèrent du reste qui semble ce que les chevaux ne jamais pu s'en retirer des efforts réunis de tous les trois avions la peine suffi. Assez longtemps après, au tournant d'un coude, l'empereur observa que le chasseur n'avait pas suivi et dit qu'il eût fallu attendre de le savoir en état de continuer. Ces messieurs pensaient en quitte et demeuraient vous nettoyer tant soit peu de son cheval dans le cours de notre promenade à plusieurs autres tournants. L'empereur répéta la même observation. Nous entrâmes chez le grand maréchal où nous reposâmes quelques instants. L'empereur, en sortant, demanda si le chasseur était passé. On ne l'avait pas vu. Enfin, arrivant à Longwood, sa première parole fut encore de demander si le chasseur était arrivé. Il était depuis longtemps étant revenu par une route différente. Je viens d'appuyer peut-être beaucoup sur cette minutieuse circonstance, mais c'est qu'elle me parut tout à fait caractéristique.
Dans cette solitude domestique, la lecture aura de la peine à retrouver le monstre insensible, dur, méchant, cruel. En mots le tyran, dont on l'a si souvent, si longtemps entretenu. J'ai dit plus haut que je donnerai les fragments de la campagne d'Italie demeurer en mémoire. Mais voilà la fin dans moi. J'en vais placer quelques chapitres à mon retour en France par la funeste circonstance qui m'a rendu à moi-même les motifs de garder pour moi sur les fragments de la campagne d'Italie que j'ai possédés du consentement de l'empereur n'existant plus et la privation de mes papiers par les ministres anglais ne me laissant pas l'occasion de rien publier sur Sainte-Hélène. J'ai distribué quelques-uns de ces fragments, ne mettant d'autres conditions à leur publicité que de bien spécifier qu'ils étaient des simples brouillons des premières dictées qui auront reçu sans doute par la suite des grandes altérations aujourd'hui que la restitution de mes papiers m'a mis à même de publier le mémorial de Sainte-Hélène. J'ai eu la pensée de réunir tous ces fragments de la campagne d'Italie, imaginons qu'ils ne seront pas sans intérêt pour ceux qui aimeront à comparer ces premières jets avec les idées arrêtées. D'autant plus qu'étant des dépositaires même du manuscrit de ces campagnes que la volonté de l'empereur a été que les deux feux publiés avec luxe, carte pleine et dédiés à son fils. J'ai tout lieu de croire qu'on sera longtemps encore avant de jouir de cette publication. J'insérerai donc le peu que je possède 7 chapitres sur 22, soit à la fin des mois, soit dans les cours même du journal quand il viendra à languir. Voici pour le présent les premiers de ces fragments. Vendémiaire, la bataille de Montenotte est partie du chapitre 3 sur la topographie d'Italie. 1. Constitution de l'année 3. La chute de la municipalité du 30 mai du parti de Danton de Robespierre mèneront la chute des Jacobins et la fin du gouvernement révolutionnaire. Depuis la Convention fut successivement gouvernée par des factions qui ne sauront acquérir aucune prépondérance. Ces principes varieront chaque mois. Une épouvantable réaction affligée à l'intérieur de la République. Les domaines cesseront de se vendre et le discrédit des assignats croisant chaque jour les armées se trouvions sans soldats. Les réquisitions et les maximums y avions seuls maintenu l'abondance. Les magasins se videront, les pains même du soldat ne fut plus assuré. Les recrutements dont les lois avaient été exécutées avec la plus grande rigueur sous le gouvernement révolutionnaire. C'est ça. Les armées continueront d'obtenir de grands succès parce que jamais elles n'avaient été plus nombreuses, mais les armées éprouvaient des pertes journalières et il n'y avait plus de moyens pour les réparer. Les partis de l'étranger que c'était du prétexte du rétablissement des Bourbons chaque jour de nouvelles forces. Les salons étaient ouverts, on y discutait sans crainte. Les communications étaient devenues plus faciles avec l'extérieur. La perte de la République s'est tramée publiquement. La Révolution était vieille. Elle avait froissi. Bien des intérêts humains de fer avaient pesé sur les individus. Bien des crimes avaient été commis. Ils feront tout relever avec acharnement. Et chaque jour davantage on excita l'animadversion publique contre tous ceux qui avaient gouverné
administrer ou participer d'une manière quelconque au succès de la révolution. Pichegru avait été gagné. C'était le premier général de la République, fils d'un laboureux de Franche-Comté et frère minime dans sa jeunesse au collège de Brienne. Il se vendit au parti royal et lui livra le succès des opérations de son armée. Les prosélytes des ennemis de la République ne feront pas nombreux dans l'armée et resta fidèle aux principes de la Révolution pour lequel elle avait versé tant de sang et remporté tant de victoires. Tous les partis étaient fatigués de la Convention. Elle était d'elle-même. Sa mission avait été l'établissement d'une constitution. Elle vit enfin que le salut de la patrie, le sien propre, exigeait en que sans délai elle remplit sa principale mission. Elle adopta le 21 juin 1795 la Constitution connue sous le titre de Constitution de l'an 3. Le gouvernement était confié à 5 personnes sous le nom de directoire. La législature a du conseil dite des 500 et des anciens. Cette constitution fut soumise à l'acceptation du peuple réuni en assemblée primaire de loi additionnelle à la constitution. L'opinion était généralement répandue qu'il fallait attribuer la chute de la constitution de 94 à la loi de la constituante qui excluait ses membres de la législature. La Convention ne tomba pas dans la même faute. Elle joignit à la Constitution deux lois additionnelles par lesquelles elle prescrivait que les 2 tiers de la législature nouvelle seraient composés des membres de la Convention et que les assemblées électorales des départements n'auraient à nommer pour cette fois qu'un tiers seulement des 2 conseils. La Convention prescrivit de plus que ces 2 lois additionnelles seraient soumises à l'acceptation du peuple comme partie inséparable de la Constitution.